Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit bijou qui est sorti en 78 suite au grand succès des Dents de la Mer. Donc il s'agit du Piranha de Joe Dante. C'est devenu un de mes films cultes et je voulais vous faire partager ma passion pour ce petit bijou, ce petit film magnifique avec peu de moyens mais efficace et absolument magique. J'ai fait un petit montage comme d'habitude. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut! Dans les années 70, Corman est quelque peu inquiet de la tournure que prend le cinéma mainstream, qui commence sérieusement à empiéter sur ses terres en produisant des films de monstres à gros budget. Le signal est lancé avec Les Dents de la Mer de Steven Spielberg qui explose le box-office. Avec un film dont la créature, quoi qu'il en dise, est tout de même plus crédible que les costumes de monstres dans les films de Corman. C'est qu'ils ont un peu plus de moyens. Même si en 1978, le succès des Dents de la Mer, sorti en 1975, date un peu, il se lance dans la production de Piranha après avoir reçu un scénario d'un certain Bernard Robinson, qui est en réalité déjà la deuxième tentative après la version d'un nommé William Hillage. On lui doit Les araignées mutantes de l'horrible invasion avec William Shatner. Corman s'associe avec Shako Van Leeuwen, pseudonyme d'Isako Tsukuba, ancienne comédienne et coproductrice de Tender Loving Care pour la New World de Corman. D'abord pas très motivé, il se décide après une sorte de sondage autour de lui. Le scénario de Robinson ne l'emballant pas, il décide de faire appel à un scénariste, écrivain plus expérimenté. Francis Doyle, la responsable de la gestion des scripts chez New World, entre en contact avec John Sayles, auteur de plusieurs nouvelles. Celui-ci a carte blanche pour écrire à peu près ce qu'il veut, du moment qu'on y voyait des jolies filles, de l'action, de l'horreur, de l'humour et évidemment les attaques des vilains poissons. L'auteur propose une attaque toutes les 15 minutes, mais ne peut s'empêcher d'écrire un texte orienté politiquement, plutôt antimilitariste. Joe Dante a hérité du projet alors qu'il aurait préféré réaliser un petit film, Le lycée des cancres, une comédie sur des adolescents sur fond de rock'n'roll. Ce dernier ayant été confié à son comparse sur son film précédent, Hollywood Boulevard, Alan Arkush. Corman le motive en lui prédisant que s'il réussissait ce film, il n'aurait plus besoin de travailler pour lui. Une sorte de passeport pour les grands studios. Dante s'efforce alors de faire le meilleur film possible. Mais avant, il fallait s'assurer que les effets spéciaux sur lesquels reposait le film seraient de bonne facture. C'est d'ailleurs l'acteur Peter Fonda, un des acteurs initialement prévus, qui pose cette condition à sa participation. Bien que celui-ci renonça à s'engager sur le film, l'idée fut prise au sérieux. L'équipe chargée des effets spéciaux comporte de futurs grands noms dans le domaine. Une équipe qui, pour beaucoup, a participé au premier Star Wars et rejoindra la production du deuxième Star Wars, l'Empire contre-attaque. On retrouve par exemple Rob Bottin au maquillage, à la création des vilains garnements carnivores, Chris Wallace qui fera équipe avec Dante sur Gremlins, Phil Tippett qui ajoutera des petites scènes d'animation dignes d'un Harryhausen avec son petit monstre évoquant le Ymir du film à des millions d'années-kilomètres de la Terre. Un petit bijou poétique qui confère un aspect science-fiction auquel tenait Joe Dante pour s'accaparer le projet. A noter que les acteurs n'étaient même pas au courant que la petite créature apparaîtrait dans le même plan qu'eux. Le tournage sur l'eau n'est pas aisé, beaucoup de plans aquatiques ont été filmés dans une piscine universitaire de Sud-Californie. Une bâche, des plantes ont été ajoutées pour simuler le fond marin, ainsi que l'ajout de diverses substances peu ragoûtantes qui donneront des otites à Joe Dante et diverses infections à l'équipe en tenue de plongée, dont Phil Tippett. Les piranhas étaient difficilement crédibles sur les plans larges et longs. Un montage serré avec une vitesse de la pellicule modifiée feront l'affaire pour simuler la violence et la sauvagerie des attaques. On a eu recours à des marionnettes animées en gros plan dont les mâchoires pouvaient s'animer. Succédant au départ précipité de Peter Fonda pour le rôle principal, un autre acteur est choisi, Eric Braeden, connu pour Les Feux de l'amour, mais pour les amateurs de fantastique pour son rôle antipathique dans Les Évadés de la planète des singes. A noter l'ironie d'ailleurs que ce soit dans le même film que la production trouve enfin son acteur principal.
à savoir Bradford Dillman, très connu auprès des téléspectateurs pour ses participations innombrables dans des séries réputées. Entre autres, Les Mystères de l'Ouest, Columbo, Mission Impossible, etc. Il a cependant eu une belle carrière au cinéma puisqu'il a été récompensé au Festival de Cannes pour Le Génie du Mal de Richard Fleischer. Autre tête connue des téléspectateurs, la jeune Heather Mancy, principalement connue dans nos contrées pour son rôle dans la série L'Âge de Cristal avec Gregory Razorback Harrison. Pour le rôle du docteur Robert Hooke, Dante est heureux de retrouver un de ses acteurs qui l'ont marqué durant sa jeunesse cinéphilique, à savoir le toujours halluciné Kevin McCarthy, à peine remis de ses émotions du final de l'invasion des profanateurs de Sépulture. C'est un peu cette continuité qu'a voulu conserver Dante pour l'interprétation de son personnage, hélas trop tôt disparu. L'entente avec l'acteur sera telle que leur collaboration s'étendra bien au-delà de Piranha sur quasiment toute la filmographie de Dante. Il est tout aussi ravi de la participation de la reine du gothique des années 60, Barbara Steele, pour un rôle à la base masculin qui gagne une ambiguïté bienvenue en changeant de sexe. Il fera appel à Dick Miller, un acteur maison, puisqu'il a collaboré à plusieurs films de Corman. Il sera le promoteur cupide par qui la catastrophe finale arrivera. Lui aussi suivra Joe Dante dans sa filmographie, rappelons-nous entre autres du très chauvin Fitterman dans Gremlins. Rendons hommage à la toute jeune Belinda Balaski, qui trouvera un rôle plus fourni dans le chef-d'œuvre de Dante, Hurlement, et des petits rôles dans les films ultérieurs du réalisateur. Paul Bartel, le réalisateur de l'excellent Course à la mort de l'an 2000, tient le rôle du moniteur en chef du camp de vacances pour enfants. Dante révélera que c'était surtout pour le rassurer au vu de son expérience de réalisateur en cas de pépin. Le scénario raconte comment des piranhas modifiés génétiquement par les scientifiques militaires dans un contexte de guerre du Vietnam s'échappent malencontreusement d'une piscine où se baignaient deux jeunes promeneurs égarés et inconscients. Ils seront les premières victimes, comme disait l'autre. En vidant la piscine afin de retrouver les corps, un journaliste, Maggie McGowan en français, libère les petits prédateurs qui ne craignent plus de se propager dans les eaux plus froides de la région. Ceux-ci apprécient rapidement les nouveaux mets à leur disposition. Même si on retrouve le promoteur véreux, miroir du cupide maire de Jaws, et sa volonté d'envoyer le public se baigner et d'alimenter ainsi un bon filon financier, l'ambiance est quelque peu science-fiction, celle des années 50, qu'affectionne Dante avec ses militaires un peu trop belliqueux, dont les expériences engendrent des conséquences tragiques pour la population. A noter qu'un faux scénario avait été transmis à l'armée locale, à qui l'on avait demandé de prêter quelques véhicules pour le tournage. Celui-ci présentait l'armée comme les sauveurs de la situation, quand le film présentait une toute autre approche. Cependant, une fois le film sorti, aucune réclamation n'a été faite auprès de la société de Corman. Un peu déçu par le rendu final, Dante s'épuise sur le montage afin de faire fonctionner ses scènes d'attaque aquatiques. Il sera aidé en cela par Mark Goldblatt, qu'il retrouvera sur Hurlement et qui continuera une carrière très prolifique avec des réalisateurs de la trempe d'un Verhoeven, Cameron, un ancien de Corman lui aussi, Clive Barker ou Stephen Hopkins. Dante n'ira pas à la fête traditionnelle de fin de tournage, préférant travailler sur le montage. A noter que John Sayles joue un petit rôle de soldat de garde devant la charmante journaliste qui tente de les distraire en usant de ses charmes. Dante rapportera que Corman laisse beaucoup de liberté à ses réalisateurs une fois le cahier des charges défini. La musique fut confiée à Pino Donaggio, au grand étonnement de Joe Dante qui l'appréciait. Rappelons sa sublime BO de Carrie, entre autres. Leur collaboration fut particulière dans le sens où tout s'est fait à distance. Donaggio a composé et enregistré sa musique en Italie. Dante l'a trouvée excellente mais s'est rendu compte qu'il avait égaré un morceau pour la scène où le promoteur véreux, interprété par Dick Miller, prend conscience du désastre auquel il a participé. Le réalisateur le remplace par une musique temporaire qui restera dans le film. Au même moment, Universal préparait son Jaws 2 et n'appréciait pas du tout la sortie d'une pseudo-copie. Elle envisage un procès à l'encontre de la petite boîte de Corman. Mais le réalisateur des Dents de la Mer lui-même, Steven Spielberg, intervient en faveur de Dante, estimant que ce qu'il qualifie de parodie n'entravera pas le succès du film de János Vark. Il lui trouve même des qualités, jugeant qu'il s'agit de la meilleure copie de son chef-d'œuvre. À partir de là, une collaboration va se développer petit à petit entre les deux réalisateurs, jusqu'à l'apogée Gremlins, en passant par le remake
de la 4ème dimension et des épisodes de l'anthologie Amazing Stories. Le film connaîtra un confortable succès au vu de ses maigres moyens, aux USA mais aussi en Amérique latine et en Europe. 32 millions de dollars au total, dont 1,3 million d'entrées en France. À la vision du film, Corman lâchera à Dante que son avenir était assuré, ce qui fut effectivement le cas. Alors que celui-ci se jurait qu'il ne referait plus de films avec effets spéciaux, il enchaîne avec l'excellent Hurlement, dont le pitch et la crédibilité reposent sur la qualité du travail de Rob Bottin. Et ne parlons pas du reste de sa filmographie, riche en inventions visuelles géniales. Corman, qui n'avait pas les droits, se voit dépossédé de Piranha 2, Les Poissons Volants, réalisé par un jeune Cameron, exilé en Italie pour ce projet. Un film qui lui échappera et dont il réfute la paternité. Un premier remake pour la télévision a été réalisé en 1995, où l'on retrouve Alexandra Paul, connue des cinéphiles pour son rôle dans le génialissime Christine de Carpenter, et pour les téléspectateurs, son rôle dans la série Baywatch avec David Hasselhoff. On y découvre aussi la toute jeune Mila Kunis. On connaît l'excellent remake d'Alexandre Aja en 2010 et sa sympathique suite en 2012 Piranha 3DD. Malgré le succès du film, le salaire s'avère décevant pour Joe Dante puisqu'il s'élève à 8 000 $ contre 10 000 $ pour le scénariste John Sayles. Évidemment, on lui proposera toutes sortes de films avec des créatures marines belliqueuses qu'il s'empressera de refuser, préférant la terre ferme avec son chef-d'œuvre suivant, Hurlement. Son acharnement concernant le montage du film finira par payer puisqu'il récolte un Saturn Awards du meilleur montage. Pour votre serviteur, le diptyque Piranha Hurlement constitue la meilleure période de Joe Dante. La suite versant souvent dans un humour qui affadit quelque peu les scènes horrifiques. Cette expérience, pour douloureuse qu'elle fut pour Dante, s'avère un petit film horrifique plein de charme et de mystère, côtoyant non seulement le film de Steven Spielberg, qui a vidé les plages du monde entier, mais aussi la SF des années 50. Un film à voir et à revoir, peut-être en diptyque avec son Hurlement ou avec le remake fun de Alexandre Aja. A bientôt et bon film.